Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13 Os, mémoire de radio, presenta. 13 Os, mémoire de radio, presente. Il avait vraiment quelque chose dans la voix qui lui permettait de tout chanter. Que sans rien faire, il était déjà star. Vous parlez français? Oui, un petit peu. Je préfère parler anglais un peu. Ah, avec son charme, on ne peut pas lui résister. Très bien. Les filles tombaient dans les pommes comme des mouches au premier rang, devenaient hystériques, j'en voyais qui dégrafaient leur soutien-gorge. Ces gens-là devenaient du jour au lendemain des dieux vivants. On le voit littéralement agressé par des femmes. Il avait une forme de paranoïa par rapport à ses origines. Dis-moi la vérité. On m'a arraché les cheveux et on m'a coupé les jambes. Dis-moi la vérité. D'ailleurs, il me disait, je ne peux pas prendre le métro. Je ne peux pas me promener seul. Donc, il était devenu, d'une façon, prisonnier de son image. Ça a créé réellement en lui une profonde solitude. Je suis étonné de moi-même aussi. Qu'est-ce que je voulais faire? Ça veut dire sauter et finir comme ça la vie, mais c'était un moment fou. L'histoire de Mike Brandt commence ici, à Haïfa, en Israël. La Seconde Guerre mondiale vient de s'achever et Mike Brandt s'appelle encore Moïse Brandt. C'était un très beau bébé que tout le monde venait admirer. C'était un enfant espiègle, heureux. On l'a surnommé Moïchele. L'État d'Israël vient juste d'être créé et par milliers, les Juifs européens rescapés de l'Holocauste arrivent dans ce nouveau pays. Moïse Brandt est d'ailleurs né dans un camp de réfugiés pendant l'Exode et il est arrivé au port de Haïfa avec ses parents le 30 septembre 1947. Nos parents participent alors à la construction d'Israël. La famille Brandt vit très modestement. Ils ont tout perdu pendant la guerre, donc ils essaient de s'adapter tant bien que mal. Dès son arrivée, la famille s'installe derrière le port, ici, dans cette rue du quartier pauvre de la ville. Des conditions de vie précaires pour Moïse et son frère, d'autant qu'une ombre plane sur leur histoire. Maman est rapidement tombée malade. Ce n'est pas étonnant après la Shoah et la perte de toute sa famille. Car Bronia Brandt est une rescapée d'Auschwitz, un terrible passé dans les camps de concentration, un sujet devenu tabou dans la famille. Chez nous, la Shoah planait sans qu'on en parle. On la sentait, ça coulait dans nos veines. Et conséquence ou pas de ce lourd héritage, le petit Moïse démarre dans la vie avec un sérieux handicap. Il ne parle pas. Et peut-être que le petit Moïse ressent ça, parce que quand il a 2-3 ans, il ne parle toujours pas. Il ne s'exprime pas. Donc c'est vrai que mes grands-parents sont très inquiets. Tout le monde pense alors que Moïse est muet. Mais un beau jour, tout va changer. Moshe n'a prononcé son premier mot qu'à 4 ans. Il a dit « glace, glace, glace ». Les parents sont subjugués. Ça y est, le petit Moïse parle. Et c'est le déclic qui va transformer le destin de la famille Brandt, car la voix de Moïse se révèle être un trésor. Très vite, il se met à chanter. Très vite, on découvre qu'il a un timbre et une puissance vocale rare pour son âge. Et désormais, Moïse passe son temps à chanter. C'est même le seul petit garçon dans la chorale de son école. Très jeune, dès 5 ou 6 ans, il chante aussi dans les fêtes de famille.
Les gens le demandent, voilà, que ce soit pour les fêtes juives, pour Noël. Très très vite, il sait qu'il veut devenir chanteur. C'est une évidence pour lui. Il chante tout le temps, il fredonne tout le temps. Et Moïse Brandt n'aura pas que sa voix comme atout. Dès l'adolescence, son pouvoir de séduction fait des ravages. Mike était très beau, très grand. Il avait l'air d'un prince. Quand il marchait dans la rue, les femmes tombaient par terre. Il a à peine 15 ans quand il rencontre l'amour pour la première fois. Et tout cela se passe à quelques mètres de chez lui. Dans l'immeuble d'en face habitait Sarah. Sarah était la plus belle femme du quartier. Sarah est donc la voisine, hôtesse de l'air que tout le monde convoite. Elle a 10 ans de plus que Moïse et c'est la voix du jeune chanteur qui l'a séduite à l'époque. Je l'ai entendu chanter dans la rue. Il chantait le soir dans la rue. Et c'était un coup de foudre. Mike sort de l'adolescence et cette jeune femme a déjà une maturité, un travail, elle est hôtesse de l'air. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu scandale dans le quartier. Il me plaisait, c'est tout. Et moi, je lui plaisais. Alors on ne regarde pas l'âge. C'est ici. L'âge n'a pas d'importance. Nous ne sommes pas un calendrier. Une romance hors norme qui va durer 2 ans. Le temps pour Sarah de percevoir les failles que ce jeune fiancé dissimule derrière son sourire. Je savais que quelque chose n'allait pas chez lui. On le voyait heureux. Il y avait des moments où il n'était pas heureux. Il souffrait beaucoup aussi. Il pouvait éclater de colère. Il pouvait être doux comme un chat. Dès l'adolescence, Moïse Brandt a donc 2 visages. Mais il va apprendre à cacher ses failles, car ce jeune homme a une ambition. Il veut devenir chanteur. Au cœur des années 60, Moïse Brandt admire les stars américaines et il va tout faire pour leur ressembler. On écoutait du rock'n'roll. On mettait de la brillantine, les blousons au col relevé. On était très chic. Il délaisse rapidement l'école pour chanter dans les rues de son quartier. L'adolescent rebelle commence à inquiéter ses parents. Mon grand-père se fâche, je lui dis écoute, il faut que tu apprennes un métier. Chanteur n'est pas un métier, évidemment. Donc Mike lui répond papa, je serai vedette ou clochard. Mais Moïse va montrer à son père qu'il ne s'agit pas d'une lubie d'adolescent. À 17 ans, il réunit 3 amis musiciens et monte alors son premier groupe. Il venait tous les jours chez moi pour répéter. Il avait une très grande volonté de réussir. Il était vraiment très sérieux dans le travail et toujours très élégant. À la fin de l'adolescence, Moïse Brandt a déjà l'allure d'un jeune crooner à l'américaine et il va très vite se faire remarquer. Un jour, Moïse m'appelle pour me dire qu'il a une offre de l'hôtel Dan, ici à Haïfa. Parce qu'à l'époque, c'est prestigieux, c'est un bel hôtel, il y a une petite salle qui sert de cabaret, de music hall. Sur les hauteurs de Haïfa, dans le quartier huppé, l'hôtel Dan, c'est le monde du luxe et de la nuit. Un monde totalement étranger à Moïse, mais il en rêve et il va donc tout donner durant l'audition. On a fait l'audition et le directeur a été impressionné par Mike. Pas par nous, par Mike. Il était audacieux, grand, beau. Il avait une belle voix. Le directeur nous a tout de suite dit « Vous avez le contrat ». Et avec son groupe, Mike se produit pratiquement tous les soirs et commence à faire ses débuts de chanteur. On jouait Sinatra, Tony Bennett et même les Rolling Stones. C'est devenu l'endroit le plus à la mode d'Israël. Les gens venaient de partout pour passer une soirée au rondo. Il pouvait chanter jusqu'à 1h du matin et on faisait des concerts de 4 heures. À 18 ans, il est déjà une vedette locale. Mais cela ne lui suffit pas, il veut devenir une star et pour cela il lui faut un nom de star.
Moïse, ça n'allait pas. Ce n'était pas un nom de scène. C'était trop israélien. Et un jour, Moïse dit à notre mère, « À partir d'aujourd'hui, il faut m'appeler Mike. » Ma mère lui a dit, « Pour moi, tu resteras Moïse-Lé. » Et Mike lui a répondu, « Si tu m'appelles encore Moïse-Lé, je ne te répondrai pas. » Et c'est ainsi que Moïse Brand devient Mike Brand. Il change de prénom et part à la conquête du monde. Première étape, Tel Aviv, la plus grande ville du pays. De l'hôtel Rondo, il se rend dans des hôtels de plus en plus prestigieux. Il ambitionne déjà de partir à l'étranger. Il a envie de voyager, il a envie de découvrir le monde. Et il ne va pas attendre longtemps. En 1968, Mike Brandt est engagé au sein de la troupe Carmon du Grand Music Hall d'Israël. Et cela pour une tournée internationale qui commence ici, aux États-Unis. Dans la troupe Carmon, il chante des chansons en hébreu. Et il a un succès énorme. Et là encore, Mike Brandt s'impose tout de suite comme le chanteur vedette de la troupe Carmon. Aux États-Unis, il signe même ses premiers autographes du nom de Mike. Chez Carmon, il a pris confiance en lui. À New York, Mike est heureux. Il se sent chez lui. Aux États-Unis, il gagne en assurance, mais aussi en charisme, au point que même ses partenaires dans la troupe tombent sous le charme. La première fois que je le vois, on est en répétition. Il arrive et il attire l'attention de toutes les filles, qui se demandent qui est ce beau gosse. C'est vrai qu'il était très très beau. Quand il a pris le bus, il ne connaissait personne. Il a regardé autour de lui pour chercher une place libre. Il s'est assis à côté de moi et on est devenu un couple pendant la tournée. Toutes les femmes qui rêvaient ou qui rêvent toujours de lui ont raison de le faire. Car il était charmant, très attentionné, et il l'embrassait magnifiquement. Et dès son arrivée à Téhéran, Mike continue de faire des ravages. Il est recruté à l'hôtel Baccarat, le plus grand club de la capitale. Son répertoire s'est étoffé, il s'attaque désormais aux grands standards des crooners de l'époque, et il impressionne tout le monde. À Téhéran, il chantait du Tom Jones et il n'avait pas à rougir. Il avait un timbre de voix et une étendue vocale, une tessiture absolument géniale. Déjà à cette période, il chante Summertime, il écoute Sinatra, d'Elvis. Il avait vraiment quelque chose dans la voix qui lui permettait de tout chanter. Mike Brandt a pris conscience de son talent. Quand il écrit à ses proches durant son séjour à Téhéran, il ne parle que de son travail et de son apprentissage permanent. Je t'écris de Téhéran. J'ai beaucoup de succès ici. On parle de moi dans les journaux et même à la télé. Je commence à bien gagner ma vie. Il y a une semaine, je me suis acheté un enregistreur et je m'enregistre maintenant tous les soirs. Je corrige mes erreurs et ma manière de chanter s'améliore. Il passe beaucoup d'heures à répéter. Il travaille sa voix, il est très méticuleux. Et son travail va payer. En mai 1969, lors d'un concert dans cette boîte de nuit à Téhéran, il fait une rencontre qui va changer sa vie. Car dans la salle, ce soir-là, il y a deux grandes vedettes françaises qui sont en tournée dans la région, Carlos et Sylvie Vartan. Et Sylvie et Carlos, tout de suite, ils se disent « Mais ce garçon a un potentiel incroyable ». C'est Carlos
qui m'a dit vraiment qu'ils avaient été complètement scotchés, et par le charisme du mec, et par sa voix. C'est vrai qu'il avait une voix hors du commun. Sous le charme, Sylvie Vartan et Carlos font immédiatement une proposition à ce jeune chanteur inconnu. Mike vient les retrouver à leur table, et puis évidemment ils disent mais t'es formidable avec une voix pareille, tu devrais tenter ta chance à Paris, tu devrais venir chez nous. Mike prend en mot ses propositions. C'est vrai que pour un Israélien, la France, c'est à l'époque c'est prestigieux. Il se dit bon bah moi je vais tenter ma chance en France. Mike nous appelle de Téhéran. Il nous parle de Sylvie Vartan et Carlos. Ma mère dit qu'elle ne les connaît pas. Et elle dit, Moïchele, tu voulais être un chanteur américain, pourquoi la France? Il dit, maman, c'est mon destin. On est au mois d'août 69 et Carlos est en tournée et Sylvie Vartan n'est pas à Paris. Donc il a beau téléphoner, les deux seuls contacts, les deux seuls numéros de téléphone qu'il possède ne répondent pas. Mike Brandt commence alors à s'inquiéter. Les jours passent et toujours aucune nouvelle de ses deux amis. À un moment donné, Mike n'a plus d'argent, donc en plus il connaît personne. Donc bon, il a pas le choix. Il repart à l'aéroport, il va rentrer en Israël. Mike Brandt a son billet dans la poche. Il est à deux doigts de monter dans l'avion, mais juste avant d'embarquer, il a un dernier réflexe, un geste qui va tout changer. Il est à l'aéroport, il est à Orly. Il tente une dernière fois, une dernière chance, une dernière pièce de monnaie dans le taxiphone et il appelle Carlos et Carlos répond. Il vient de terminer sa tournée d'été. Il dit mais bon tu sais mais non alors ne pars pas, viens chez moi, je t'attends. Et là très vite Carlos le prend sous son aile. Déjà il l'héberge parce que Mike n'a plus aucun sou. Il devient donc le protégé de Carlos et comme promis la star va lui ouvrir les portes de la scène française. Carlos participe non seulement à l'arrivée en France et l'adaptation de Mike, mais en plus il lui présente tout de suite la personne qu'il faut. Et cette personne, c'est cet homme, Jean Renard, un poids lourd du showbiz qui compose notamment pour Sylvie Vartan et Johnny Hallyday. Et au mois d'août 1969, Carlos l'appelle pour lui parler de sa découverte. Il me dit Jean, j'ai un gars chez moi qui me vide le frigo, qui chante, il hurle toute la journée. Dès qu'il ouvre un œil, il faut fermer les fenêtres de partout parce que les voisins hurlent. Il chante sans arrêt et puis il a une voix, mais tu peux pas imaginer, ça résonne de partout. Il faut que tu le vois. Écoute, mais est-ce qu'il est beau? Il me dit, mais t'as jamais vu ça, c'est un dieu. Jean Renard est impressionné par cette description. Il demande alors à voir et surtout à entendre Mike Brandt. Le 25 août 1969, une première audition a lieu dans un studio de répétition du 17e arrondissement, à Paris. Un choc pour Jean Renard, qui voit apparaître devant lui un diamant brut. Je vois ce grand garçon qui rentre à peine dans la porte. Mon Dieu, qu'il est beau et qu'est-ce qu'il dégage, quoi. Bon, on se dirige vers le piano. Je fais do mineur, fa mineur, tout ça. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et il attaque, Summertime! Aïe, aïe, aïe. Forcément, je suis surpris. Parce que, qu'est-ce que c'est que cette voix qui part comme ça, bien juste, aussi haut, naturellement placée? C'est ça le don. Il avait une voix qu'on travaille à l'opéra en plaçant la voix où il faut, entre le nez et la gorge, pour pas fatiguer. Lui, c'était naturel. Un hyper doué. Pour le compositeur, c'est une certitude. Il a devant lui une future vedette. Dans les jours qui suivent, il fait signer à Mike Brandt son premier contrat français. Jean Renard, qui est un auteur-compositeur de talent, va donc casser sa tirelire et se mettre entièrement au service de cette voix prodigieuse. Par moments, je suis un peu un Cardin ou un Dior de la question, ou un Saint-Laurent, parce que le compositeur professionnel est obligé de bien cerner, afin de faire le costume qu'il faut pour le personnage à habiller. Un beau mec qui parle pas bien français, mais qui a tout pour plaire aux femmes, on est dans les années 70, un chanteur qui chante bien va devenir un chanteur de chansons d'amour, un chanteur à minette. Et Jean Renard en est lui aussi persuadé. Mike Brandt a tout du chanteur de charme. Les chanteurs à accent, c'est toujours sympa, c'est charming. Et si le texte était suffisamment simple, populaire, pour
les filles, j'étais sûr qu'on allait forcément faire un carton. Et en quelques jours, il compose un titre spécialement conçu pour séduire le public féminin. Le texte, j'étais pas très fier, mais il fallait bien qu'il chante quelque chose, ce garçon. Il faut que ça soit bien arrangé, bien ficelé, très simple, hein. Un petit peu de poésie. Une hirondelle fait mon printemps. Bon, d'accord, c'est pas du Baudelaire, hein, mais enfin ça, ça plaisait. Laisse-moi t'aimer. Dans le titre, tout est dit. Il n'y a plus qu'à l'enregistrer, et c'est là que tout se complique. Mike Brandt ne parle toujours pas un mot de français. Sur Laisse-moi t'aimer, par exemple, la première phrase qu'il a chantée, c'était Lâche-moi Tami. Lâche-moi Tami, c'est pas possible. Alors, il a fallu corriger, lui expliquer ce que ça voulait dire, comment, etc. On a fini par le faire chanter en phonétique. Donc c'est des heures et des heures de travail, de phonétique, de prononciation et de compréhension. Le disque est enfin enregistré, mais il reste une dernière étape à la construction d'une vedette. Il faut tout simplement lui trouver un look. Tout de suite, on s'est dirigé vers le romantisme. On a trouvé des chemises à jabot, blanches, roses, rouges, forcément des paillettes. Hein, fallait que ça fasse show business, fallait que ça brille. Alors bleu, rouge, un peu lézard. Et là, ça brillait, ok. Il va être hyper bien looké, hyper bien coiffé pour être quelque chose de tout à fait parfait, pas dangereux du tout pour les mamans, pour les papas qui pourraient s'inquiéter des goûts de leur très jeune fille. Au début de l'année 1970, le phénomène Mike Brandt est prêt à déferler sur la France. Et la première étape obligatoire, c'est donc la radio. À l'époque, il y a 2 radios qui font la paix le beau temps, et chacun y va, chaque directeur ou directrice de la programmation y va de ses coups de cœur. Et Jean Renard choisit la radio la plus populaire du moment. Le 7 janvier 1970, il se présente au siège de la station pour un rendez-vous crucial avec la directrice des programmes, Monique Lemarcy. Il arrive avec, je crois que c'était même pas encore le disque fini, c'était ce qu'on appelle une épreuve, et c'était « Laisse-moi t'aimer ». Elle écoute, elle est toute blanche. Il n'y avait même pas de doute sur « Laisse-moi t'aimer ». Dès que je l'ai entendu, je me dis c'est pas possible qu'on puisse chanter comme ça. Monique Lemarcy est donc conquise, mais elle doit maintenant convaincre la direction de la radio. Je montre le disque à l'équipe de programmation. Là, je prends ce qu'on appelle un bide. C'était une façon de chanter un peu particulière à l'époque, hein. Ces voix qui montaient, ces voix très fortes. Certains l'ont traité de gueulard, hein. J'ai eu le terme. Mais Monique Lemarcy insiste et finit par obtenir gain de cause. Mike Brandt passera bien sur les ondes. Il est certain que je n'avais pas le droit à l'erreur. Si ça n'avait pas marché, je pense que j'aurais eu quelques problèmes. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi. Mais dès la première diffusion, le disque fait un carton. Le jour même, le standard d'RTL explose. En moins d'une semaine, Laisse-moi t'aimer s'installe dans le hit parade. RTL, c'est la radio populaire par excellence, et le média et l'artiste vont se rencontrer parfaitement bien. Tout semble donc marcher comme prévu pour Jean Renard. La chanson s'est imposée sur les ondes, il peut passer à l'étape suivante, faire découvrir Mike Brandt sur scène. Le grand jour est fixé au 21 janvier 1970, ici, à Cannes. Ce soir-là, le Palais des Festivals accueille le grand gala du Midem. C'est à l'époque un passage obligé pour espérer percer dans la chanson. Bienvenue au Gala du Midem 1970. Le Midem, c'est le marché international du disque et de l'édition musicale, qui a lieu d'ailleurs encore maintenant tous les ans à Cannes. C'est incontournable, c'est la grand-messe. Et ce garçon-là, c'est son premier disque et son premier gala. Tenez-vous bien, vous n'allez pas le croire et pourtant c'est vrai. J'étais tremblant de peur et trempé de sueur, et je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Et s'il n'a pas de succès, alors là, on va se ramasser une drôle de gamelle. Rappelez-vous de ce nom, car vous allez l'entendre très souvent. Il s'appelle Mike Brandt.
Mike arrive sur scène, c'est la première fois qu'il se produit, en plus devant un parterre de professionnels qui a quand même l'habitude de voir des grands chanteurs. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup et c'est très très important. Je me suis dit, si jamais il loupe une note, on va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce rigolo, quoi. I like to sing for you a song by Jean Renard. It's called Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. On le sent au début un petit peu timide et là, comme d'habitude, quand il est sur scène, il donne. Ça a été extraordinaire. C'était mieux que sur le disque. Hein. Il y avait une vraie prouesse vocale, servie par un physique pour le moins avantageux. Il avait quand même beaucoup de fées qui s'étaient penchés sur son berceau. C'est lui qui a rajouté ce qui est devenu un classique dans la chanson. J'avais pas écrit ça. Il y a eu une espèce d'ange qui est passé, quoi, à la fin de sa chanson. Le mythe Mike Brandt vient de naître. Dans les semaines qui suivent, Laisse-moi t'aimer devient en France numéro 1 des ventes. À cette époque, il était courant de vendre 100 000 ou 200 000 exemplaires de 45 tours. D'entrée, Mike a fait 1,5 million. Et c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Le petit Moïse des rues de Haïfa qui avait pour ambition de devenir chanteur international, c'est ce qu'il souhaitait et c'est ce qui arrive. J'étais le premier à recevoir le disque. Sur la pochette, il m'a écrit « C'est un rêve qui s'est réalisé ». Il m'a écrit qu'il avait beaucoup de succès. Lui qui voulait devenir star, j'étais très heureux pour lui. On partageait son énorme succès. Les plus grands artistes en France étaient derrière lui. Il m'a envoyé ce journal et il m'a traduit le titre de l'article en rouge. Rika Zaraï, qui était une grande chanteuse, était derrière lui. Vous parlez français? Oui, un petit peu. Je préfère parler anglais un peu. Ah, avec son charme, on ne peut pas lui résister. Très bien anglais. Merci. Et en France, qu'est-ce que vous préférez? Good steak, Chateaubriand. Les Chateaubriand, pas l'écrivain, bien sûr. Beautiful girls here. Et les filles, est-ce que vous êtes marié, Mike Brandt? Non. Alors il y a de l'espoir pour toutes les filles françaises qui vous regardent? Il était complètement adoré, adulé. On s'est retrouvés souvent en concert, en co-vedette, dans des grands concerts populaires à travers la France. Les filles tombaient dans les pommes comme des mouches au premier rang, devenaient hystériques. J'en voyais qui dégrafaient leur soutien-gorge, mais sans rigoler, hein, pour le jeter sur scène. Elle criait Mike, ça couvrait sa voix. Entre les chansons, on a l'impression que tout allait s'écrouler, la solo, la scène, tout. C'était une folie. Aujourd'hui, ça paraît impensable. Ces gens-là devenaient du jour au lendemain des dieux vivants. On le voit littéralement agressé par des femmes. Souvent même, c'est prévu pour que ça fasse du spectacle. On répétait ça. On lui apprenait son métier. Chaque fois que tu passeras au-delà de 2 mètres entre toi et la scène, tu vas les provoquer. Ils vont hurler encore plus. Et dans l'enthousiasme, ils vont monter. C'est à ce moment-là que je ferai rentrer 2 gardes rapprochés. On écartera les filles. Il y en a un qui en lâchera une. Elle se débattra et reviendra sur toi. Ne t'inquiète pas, on reviendra la chercher. Toi, t'as qu'à faire un non, et ça fonctionne. Et ces mises en scène de Jean Renard ne s'arrêtent pas au spectacle. En rentrant d'un concert en 1971, Mike Brandt a un accident de voiture dont il ressort indemne. Mais l'affaire est trop belle et Jean Renard va un peu s'arranger avec la réalité. Je me dis, si jamais on voit Mike dans son lit dans la presse, ça va faire un événement, on va en parler, hein, c'est ça la pub.
en bien ou en mal, mais parlez-en. L'impresario envoie donc une photo à la presse, une photo loin, très loin de la réalité. Mike Brandt y apparaît gravement blessé. L'article parle même de commotion cérébrale. En fait, il n'a quasiment rien. J'ai vu un tuyau qui pendait à goutte, là, qui servait pas d'ailleurs, qui servait plus. J'ai attrapé le tuyau, je lui ai mis sous le bras, j'ai mis un pansement comme ça, j'ai tiré un peu les draps pour que ça fasse un peu bizarre, quoi, qu'on voit qu'il n'était pas tout à fait dans son état normal, et j'ai fait la photo. 2 jours après, il était sorti de l'hôpital et on continuait la carrière encore plus fort qu'avant parce qu'on avait entendu parler de cet événement. Toute la France était au sans coup. Costume sur mesure, gala, photo, la vie de star avec tout ce que ça comporte, c'est un changement de vie radical. Et en quelques mois, ça se passe très très vite. Sans rien faire, il était déjà star. Par sa manière de bouger, une manière très très fluide, très aérienne. Mike avait une aura derrière lui, il avait un truc. Toutes les filles succombaient à ses genoux, hein, et pas les moindres. Je parle pas de groupies, là. Moi, je vous parle de gens connus. Je donnerai pas la liste, mais Mike attirait les plus grandes actrices du moment. Quand il rentrait chez Castel, toutes ces femmes, toutes ces filles s'arrêtaient de parler et elles avaient l'impression de leur passer un ange, quoi. Dalida l'a tout de suite vu plutôt comme un petit frère, comme quelqu'un qu'elle voulait protéger. Il n'était pas beau qu'à l'extérieur, il était beau aussi à l'intérieur. On sentait qu'il avait une belle âme, qui à la rigueur presque fleur bleue, presque naïf. Il avait beaucoup de politesse, il était très baise-main, il avait un côté élégant, inné. Il faisait partie un peu de la famille. Dalida l'a presque pris sur son aile. Une rencontre avec Dalida qui va provoquer une rupture dans la vie de Mike Brandt. Une rupture avec l'homme à qui il doit tout, Jean Renard. Fin 1971, Dalida prépare ici une série de concerts à l'Olympia. Et elle propose à Mike Brandt de faire sa première partie. L'Olympia, Mike est en plein rêve, il accepte immédiatement sans même en parler à son producteur. Jean Renard ne l'apprendra qu'au dernier moment. Mike me téléphone en me disant « Je passe à la télévision ». Oh là, j'ai dit « Attends, je serai au courant si tu passes à la télévision. J'ai dû oublier une date, mais ça m'étonnerait. » Non, je passe à la télévision cet après-midi avec Dalida qui présente son Olympia et je fais la première partie de Dalida. Le producteur est furieux, il se sent tout simplement trahi. Forcément, je l'ai mal pris. J'ai dit « Mais attends, 1, je suis pas au courant, 2, c'est trop tôt. Tu n'es pas encore mûr. Il ne faut pas faire l'Olympia, tu vas te ramasser. » Moi, le ton monte un peu. Je lui dis, si tu fais l'Olympia, ce soir, tu n'as plus de directeur artistique et tu n'auras plus de producteur. Et je raccroche. J'étais sûr qu'il n'allait pas faire la télévision. J'étais son mentor. Ils veulent tous être vedettes. Oui, c'est vrai. Ils ont un peu la tête qui gonfle très vite. Mike, peut-être pour une fois, a envie de prendre son chemin, de suivre son chemin et n'écoute pas Jean Renard. Il y a un vieil adage qui dit qu'il faut tuer le père à un moment ou à un autre. Vous avez quand même trouvé un jeune qui a beaucoup de succès en disque, qui en a vendu énormément et à qui vous avez demandé de venir aujourd'hui. C'est Mike Brandt. C'est Mike Brandt et qu'il a eu l'intelligence d'ailleurs de passer dans le spectacle de l'Olympia que je ferai le 22 novembre en vedette anglaise avec tout le succès qu'il a. Et ça, c'est une preuve d'intelligence. Le soir, il m'appelle, il me dit « Tu m'as vu à la télévision, tu m'as vu ?» Je dis « Non, je t'ai pas vu, non. T'as pas fait la télévision. » Il dit « Si, j'ai fait la télévision. » Je dis « Écoute, je te l'ai dit, t'as plus de producteur. » Boum, et j'ai raccroché. Et c'est la rupture entre les deux. Voilà, non seulement la rupture professionnelle, mais aussi la rupture amicale. Car Jean Renard n'a qu'une parole. Il ne travaillera plus jamais avec Mike Brandt. C'est donc seul que le chanteur va devoir désormais gérer sa carrière. Et comme l'avait prévu son producteur, son passage à l'Olympia est un échec. Les critiques ont été un tout petit peu mitigées, ce qui veut dire que Jean Renard n'avait pas tout à fait tort quand il sentait qu'il n'était pas encore prêt. Parce que d'avoir un succès, de vendre beaucoup de disques et d'être une idole déjà, c'est une chose, et puis la scène, c'en est une autre. Mike Brandt a donc compris qu'il ne peut pas avancer seul. S'il veut relancer sa carrière, il a besoin d'une nouvelle équipe. Il engage alors 2 managers, 2 frères jumeaux, Georges et Hubert Baumann. Moi, j'étais donc son manager, j'étais 24 heures sur 24 presque avec lui. Mon frère était responsable de l'équipe technique, des musiciens.
Et dès leur première tournée ensemble, les frères Bowman se rendent compte que Mike Brandt est bien plus fragile qu'ils ne le pensaient. Mike était quelqu'un de compliqué, quelqu'un de très introverti. Un garçon très sensible, peu sûr de lui. Il n'était pas sûr de lui dans son travail, mais très curieusement, il n'était pas sûr de lui physiquement. Il ne se trouvait pas beau. Et le chanteur s'interroge. Au fil du temps, il ne se reconnaît plus dans cette image de chanteur à paillettes qu'on lui a fabriquée. La seule chose qu'il croyait avoir de très bien en lui, c'était sa voix. Mais son problème, c'est que jamais quelqu'un lui disait « vous avez une jolie voix ». Les gens lui disaient « vous êtes beau ». Les gens lui disaient « vous avez du succès ». Et Mike était très complexé de la façon dont on le voyait. Mike, en vérité, ne gérait pas sa carrière. Elle était gérée pour lui. Le deal que nous avions avec Mike, c'est que Mike montait sur scène, heureux ou malheureux, devait sourire, et qu'en dehors de scène, ce n'était plus lui qui gérait. Les années 70, c'est quand même l'âge d'or du 45 tours. On faisait pas un album tous les 4 ans. On faisait un 45 tours tous les 3 mois. Parce que pas le temps de savourer un succès, que déjà il fallait penser aux 45 tours suivants. Nous tournions à 5 galas par semaine. Un gala pouvait avoir lieu à Toulon. Le lendemain, nous pouvions nous trouver à Cambrai. Le jour d'après, à Nantes. Donc, nous étions toujours sur la route. Un soir, son nouveau parolier, Michel Jourdan, s'en rend compte en découvrant le domicile de Mike Brandt. En montant les escaliers, il y avait déjà des filles qui étaient là sur les paliers, dans les couloirs. Et lorsqu'il frappe à la porte de l'appartement, Mike Brandt met un certain temps avant de lui ouvrir. J'entends à ce moment-là un verrou s'ouvrir, un deuxième verrou s'ouvrir, un troisième. Il a ouvert. Je suis rentré dans une pièce très sombre. Tous les volets étaient absolument fermés. Alors ça m'a semblé vraiment assez bizarre. Pour éviter les intrusions dans sa vie privée, Mike Brandt s'est totalement coupé du monde. Alors il a remonté les volets et il m'a dit « Tu vas voir, regarde bien en face ». Alors en face, il y avait dans un autre immeuble des photographes et des téléobjectifs. Il m'a dit ouais, « Tu as compris, voilà ». Mike Brandt n'a alors que 25 ans. Et il ne voit dans son succès qu'un enfermement. Il me disait, je ne peux pas prendre le métro. Je ne peux pas aller aux Galeries Lafayette. Je ne peux pas me promener seul. Donc, il était devenu, d'une façon, prisonnier de son image. Et il était complètement isolé dans cette espèce de prison dorée. Ça a créé réellement en lui une profonde solitude. Alors, pour tromper cette solitude, Mike Brandt va tenter de trouver refuge auprès des femmes. Il multiplie les conquêtes. C'est son échappatoire. Un échappatoire qui va finir par le rendre malade. Je ne me souviens pas un jour sans que Mike fasse appel à une amie. Il avait 3 calepins. L'un était dans la voiture, le second était dans son appartement et le troisième était dans mon appartement. Il avait au fond de lui l'envie de trouver un jour la mère de ses enfants. Et ça, il s'est rendu compte que c'était une impossibilité totale pour lui. Parce qu'il ne savait pas si on aimait Moshe ou si on aimait Mike. Et il pensait qu'en fait on aimait Mike et que Moshe n'existait plus. Et le chanteur va se perdre dans ce tourbillon de femmes. Quelques-unes compteront plus que d'autres, comme Corinne, l'étudiante suisse de 19 ans. Mais il ne trouvera jamais celle qui lui apportera la stabilité. C'était pas l'homme d'une seule femme, ça je le savais. Chaque femme de sa vie, par contre, avait son importance. Chacune avait un rôle bien déterminé. Je considère que mon rôle était un petit port d'attache. Mais Mike Brandt finit par se rendre compte que cette vie dissolue ne lui correspond plus. Avec le temps qui passait, je me sentais un peu plus mélancolique. Il restait jusqu'à 1 heure sans dire un mot. Mais bon, je mettais ça sur le compte de la pression. Et c'est un événement qui va faire définitivement plonger Mike Brandt dans l'angoisse et la dépression. Un événement qui le touche au plus profond de ses racines. Israël va entrer en guerre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Selon Tel Aviv, Israël a repris l'initiative sur les 2 fronts depuis l'aube, après avoir acheminé des renforts considérables partout. Ce matin à l'aube, l'aviation israélienne a jeté la totalité de ses appareils dans la bataille du Golan.
un très grand nombre de chars syriens auraient été détruits, selon Tel Aviv. C'est la guerre du Kippour. Au mois d'octobre 1973, la patrie de Mike Brandt est attaquée, mais pire que tout, son propre frère, Zvi, participe au combat. Mike était très inquiet. J'étais au front et il appelait tous les jours à la maison pour avoir des nouvelles. Mike Brandt, lui, a été réformé quand il était plus jeune. Il n'est donc pas rappelé pour la guerre. Mais c'est plus fort que lui. Il décide de retourner en Israël. Le patriotisme de Mike ressurgeait. Il prend le premier avion et il y va. Il est venu chanter devant les soldats. Et il a visité des hôpitaux où il a vu des scènes très dures, vraiment très très dures. Mike Brandt donne son sang, offre ses disques aux combattants. Il sourit encore sur les photos, par habitude, mais il vit très mal ce cauchemar de la guerre qui vient s'ajouter à la longue liste de ses angoisses. Cette guerre l'a touché, blessé, et il est reparti à Paris en homme changé. Et il est revenu extrêmement choqué de ce qu'il avait vu. Je pense qu'il n'avait pas imaginé voir les souffrances, voir des gens morts, voir des gens dans les hôpitaux aussi gravement blessés. Mike Brandt finit par retourner en France. Il est au plus mal. Son séjour au cœur de la guerre, au milieu de ses frères d'Israël, a réveillé en lui les peurs de son enfance et il en devient paranoïaque. Il avait peur d'être enlevé en se disant qu'il était une cible facile. C'était une chose dont il avait vraiment peur. Il avait une forme de paranoïa par rapport à ses origines. Il le manifestait de plus en plus en fonction de l'état fragilisé psychologique dans lequel il se trouvait. Il suivait, je dirais, de plus en plus comme un zombie. Il était contraint pour s'endormir de prendre des cachets pour se réveiller. Et 4 ans seulement après ses débuts dans l'Hexagone, Mike Brandt est à bout. Et c'est à cette période qu'un inconnu va entrer dans sa vie pour le tirer un peu plus vers le fond. Début 1974, après un concert, un homme d'affaires aborde Mike Brandt. Il est franco-israélien, inconnu dans le monde de la musique. Il s'appelle Simon Weintraub. Weintraub est un personnage qui paraît sympathique au premier abord. C'est un garçon qui se dit avoir des intérêts dans des boîtes de nuit à Paris, qui se dit être vendeur de tableaux. Mike admirait beaucoup ce bonhomme au cigare et à Rolls. Le mot bling-bling n'existait pas, mais c'est un garçon bling-bling. Mike Brandt est impressionné par le personnage et surtout, il retrouve auprès de lui un peu de ses racines. Simon parlait l'hébreu, ce qui était quand même un avantage pour Mike. Il était un homme rassurant, malgré tout. Quand on avait Simon Weintraub en face de soi, c'était un homme avec une carrure. Simon et Mike s'entendaient bien. Mike aimait beaucoup Simon, il avait confiance en Simon. Mais ce nouveau personnage a d'autres projets en tête qu'une simple amitié. Rapidement, il propose à Mike Brandt de devenir son producteur. L'intelligence de ce producteur va être de ne pas lui proposer un contrat de producteur-artiste, mais une association. C'est-à-dire que Mike Brandt va devenir son propre patron, enfin en tout cas à moitié son propre patron, en s'associant à 50-50 avec Simon Weintraub. Mike a imaginé que le contrat que Simon lui proposait était un contrat en or. Les frères Baumann restent alors les managers de Mike Brandt, mais Weintraub va mettre la main sur toute la carrière musicale du chanteur. Il lui promet des revenus mirifiques et Mike Brandt se laisse prendre au piège. Mike nous a appelés et il nous a dit qu'il avait rencontré un homme très sérieux, qu'ils avaient monté une boîte ensemble et qu'ils allaient produire de belles choses. Tout avait l'air parfait, tout était rose. Mais cet espoir va être de courte durée. Mike Brandt travaille beaucoup, vend des disques, mais depuis l'entrée en jeu de son nouveau producteur, étrangement, il ne gagne plus d'argent. Mike ne calculant rien, quand il a voulu savoir où il en était, financièrement, pas très loin. Et Mike, là, a vraiment craqué à ce niveau-là, et je pense qu'il s'est considéré avoir été abusé par un ami. En réalité, Simon Weintraub ne connaît rien à la production musicale, et il a fait de graves erreurs de gestion. En tant qu'associé, Mike Brandt en paye les frais,
Se sentant trahi, le chanteur replonge dans ses angoisses et pendant l'automne 1974, en plein concert, il craque pour la première fois en public. La troisième ou quatrième chanson, Mike fait glisser son micro, ça fait boum par terre. Il quitte la scène, le public ne comprend pas, mais moi non plus, je ne comprends pas. Il m'a donné comme ordre de faire démarrer la voiture et de quitter le spectacle. C'était la première fois que Mike quittait un spectacle. Et je l'ai trouvé en pleurs. Je ne comprenais absolument pas ce qui se passait et il était très renfermé sur lui, ne pouvant pas donner d'explications et ne comprenant pas ce qui se passait. La tournée continue, difficilement. Chaque jour, l'état de Mike Brandt se détériore. Mike devenait totalement angoissé, très nerveux et très souvent violent. J'ai vu Mike casser une glace ou casser des placards dans les loges à coups de poing. J'ai vu Mike pleurer avant de monter sur scène. Il me disait qu'il ne voulait plus être Mike Brandt et plusieurs fois il a dit que nous ne comprenions pas ce que c'était d'être Mike Brandt. Mike Brandt n'y arrive plus et la tournée doit être interrompue. Les frères Baumann décident alors de le mettre au vert. Ils emmènent le chanteur, ici, en Suisse, consulter des médecins, mais Mike Brandt refuse les traitements et au bout de 2 semaines, les frères Baumann sont dépassés. Le 21 novembre, Mike était dans un tel état que j'ai appelé Simon Weintraub et je lui ai dit de venir m'aider et je lui ai dit il faut que tu viennes à Genève, je ne peux plus manager malheureusement Mike. Hubert Baumann espère que le chanteur et le producteur pourront enfin trouver une solution à leur conflit. Le 22 novembre 1974, Simon Weintraub arrive à Genève et il prend une chambre dans ce palace sur les quais du lac Léman. Mike Brandt le rejoint seul, en fin de matinée. Personne ne sait ce que les 2 hommes se disent alors, mais 1 heure plus tard, la rencontre tourne au drame. Sur les coups de midi environ, j'ai reçu un coup de téléphone de l'Hôtel de la Paix me disant qu'un accident venait de se passer sans autre explication, donc j'étais extrêmement angoissé. Le personnel de l'hôtel a retrouvé Mike Brandt gisant sur un balcon, 2 étages en dessous de la chambre de Simon Weintraub. Il est gravement blessé et sans connaissance. Tout de suite, Mike est transporté à l'hôpital de Genève. Il a des fractures importantes, mais sa vie est sauve. Parmi les proches, Corinne Veil est l'une des premières à arriver sur les lieux. Les policiers suisses sont alors en train d'interroger Weintraub. Il était en pleurs, complètement démoli. C'était un homme abattu, qui pleurait comme un enfant et qui avait cette botte dans les bras, qui l'a serrée et qui m'a répété à plusieurs reprises Mike a été sauvé par cette botte. Selon lui, Mike Brandt a voulu se jeter par la fenêtre, mais sa botte s'est coincée dans la balustrade, lui évitant ainsi une chute fatale sur le trottoir. Je suis très étonné de la façon dont ça s'est passé. La défenestration, c'est comme se jeter sous les roues d'un train. C'est monstrueusement grave. La défenestration, c'est quelque chose de très particulier. L'appel du vide, c'est quelque chose de très particulier. C'est pas un appel au secours, c'est pas quelqu'un qui se taillade gentiment les veines pour faire de la presse du dimanche à l'époque. C'est vraiment une volonté d'en finir. Des psychiatres m'ont dit qu'il avait voulu casser son image, ce qui est probable. Casser son image, Mike Brandt voudrait-il redevenir Moïse? Il ne sait plus vraiment qui il est, et il va pourtant falloir qu'il explique son geste. Après quelques jours de coma et plusieurs opérations à la jambe, Mike Brandt reprend connaissance dans sa chambre de l'hôpital de Genève. Il reçoit alors la visite de Monique Lemarcy. C'est elle qui a lancé sa carrière sur les ondes d'RTL. Je parle et il me dit Monique, pardon, je recommencerai plus ça, cette phrase-là, je m'en souviendrai toujours. Mais je ne lui demande pas d'explication. Je lui dis simplement, remets-toi, rétablis-toi. Et puis, j'ose lui demander, est-ce que tu acceptes quand même de faire une interview
Mike Brandt dit oui. Il accepte de s'exprimer publiquement sur son geste. Il doit rassurer ses fans, assumer son métier d'idole jusque dans son lit d'hôpital. Et c'est André Torrent, l'animateur du Hit Parade, qui réalise cette interview quelques jours plus tard. C'était le premier jour où il avait pu sortir du lit et faire un pas. Donc je pose pratiquement pas de questions. Je laisse Mike s'exprimer. Je suis étonné de moi-même aussi. Qu'est-ce que je voulais faire? Ça veut dire sauter et finir comme ça la vie, mais c'était un moment fou. Il accuse personne, il dit c'est ma faute, c'est un trop-plein, c'est trop. Et là, il énumère les différents sujets qui l'affligent. J'avais pensé, mais j'avais trop de travail, l'enregistrement des galas, des voyages, la vie personnelle, privée et tout, les femmes. Et boum, je trouvais un moment que c'est la fin. Là. Avant tout, tu vas rassurer tes nombreuses admiratrices, plus jamais tu recommences. Ah oh non, c'était l'expérience la plus grande de ma vie. C'était ma faute. Et j'ai voulu croire que c'était un moment de folie et que plus jamais il recommencerait, puisque c'est la dernière partie de l'interview. Je vais chercher de nouvelles chansons. Je vais faire le maximum pour être enfant. Parce que, crois-moi, maintenant, je n'ai pas envie de suicider. On veut croire à l'impossible, on veut croire que c'est un moment fou, il le dit lui-même. Il essaie de minimiser. Tout ça, mais c'était une connerie. Je crois que ça va être la dernière fois, j'espère. Oui, je crois, c'est la dernière fois. Désespéré au point de se jeter par la fenêtre. Après cette tentative de suicide, Mike Brandt va-t-il pouvoir se relever, retrouver goût à la vie? Eh bien, tout cela va s'avérer difficile. Son passé ressurgit alors, ses blessures d'enfance, la mémoire de son histoire familiale. Bref, les paillettes de Paris vont avoir bien du mal à faire oublier ce qui le hante. Pendant ses premiers jours d'hospitalisation, Mike Brandt est assommé de tranquillisants. Il est dans un état semi-conscient et fait d'étranges cauchemars. Il parle dans son sommeil. Pendant ces 4 ou 5 jours, à peut-être 8 ou 10 reprises, il m'a posé les mêmes questions. Hubert, dis-moi la vérité. On m'a arraché les cheveux et on m'a coupé les jambes. Dis-moi la vérité. Il se croyait dans un camp de concentration. Parce qu'il voyait une cheminée qui fumait, qui était la buanderie de l'hôpital que l'on voyait de la fenêtre de sa chambre. Et il m'a dit, j'étais sûr d'être dans un camp et que tu ne voulais pas me le dire, que j'étais malade et que tu ne voulais pas me dire que j'étais dans un camp de concentration. En Israël, ces cauchemars ont un nom. On appelle ça le syndrome de la 2e génération. Je crois que c'était réellement son background, ses origines qui lui avaient donné ces angoisses. J'ai appelé des psychiatres, ici, en Israël, qui savaient traiter le syndrome de la 2e génération de la Shoah. J'ai contacté des spécialistes, et ils m'ont dit que les médecins suisses ne savaient pas traiter ce problème. Mike Brandt doit retourner d'urgence en Israël, et c'est sa mère qui fait le déplacement jusqu'en Suisse pour l'en convaincre, car pour l'instant, il refuse. Mike essaye de la rassurer, mais t'inquiète pas maman, tout va bien, ça va aller, j'ai fait une bêtise. Je les ai eu au téléphone. Et ma mère disait à Mike, rentre avec moi en Israël. J'ai entendu Mike à côté qui a dit qu'il ne rentrerait en Israël que quand il serait à 100%. Il a dit j'ai fait une erreur, je ne la ferai plus jamais. Et finalement, Bronia Brandt repart seul en Israël. Mike reste à Genève et il continue à prendre des antidépresseurs. Les médecins le disent, il lui faudrait au moins 2 ans pour se rétablir psychologiquement. Je ne parle même pas du côté physique, mais psychologiquement. Et il n'attend pas 2 ans. Il se remet très très vite au travail. Mike Brandt retourne donc à Paris. Il est persuadé que c'est en reprenant la chanson qu'il reprendra goût à la vie. Il faut dire que Michel Jourdan, son parolier, vient tout juste d'adapter en français un standard anglo-saxon qui lui plaît énormément. Il a écouté cette chanson, il avait des larmes aux yeux, il a trouvé ça tellement beau
Cette proposition de chanson, Feelings, correspond tout à fait à ce que Mike a envie de chanter. Le côté crooner, le côté slow américain. Je l'avais jamais senti comme ça, aussi proche d'une musique. Je pense que ça lui redonne confiance, ça lui redonne la petite flamme qu'il avait perdue. Et en février 1975, Mike Brandt retourne en studio pour enregistrer ce qui va devenir son plus grand tube, Dis-lui. Je le retrouve en studio, bien, en forme, beau, heureux de faire écouter de nouveau ces chansons. Et on écoute Dis-lui. Je dirais que c'est exactement la même réaction que sur Laisse-moi t'aimer. Là, il n'y a pas de doute possible. C'est un super succès, c'est certain. Je pensais qu'il allait s'en sortir. Moi, j'étais heureuse pour lui. Je me disais, c'est bien, il va s'en mettre, il se soigne. C'est une belle chanson, c'est formidable pour lui. Mike Brandt semble croire à un nouveau départ pour sa carrière. Et comme ses déboires financiers avec Simon Weintraub ne sont toujours pas réglés, il se tourne alors vers une vieille connaissance. En avril 1975, il va revoir Jean Renard, le producteur de ses débuts. Il vient jusqu'à moi, il tremble, moi aussi. On tombe dans les bras l'un de l'autre, comme deux amants qui se seraient pas vus depuis longtemps. Mike Brandt est alors en plein enregistrement de l'album Dis-lui, et il fait une proposition à Jean Renard. Veux-tu finir l'album avec moi? Oui, bien sûr, je veux bien, oui. Et là, il me dit, toi, t'es fort. Tu es le seul fort, d'acier. Toi, t'es fort. C'est très gentil. Je dis, mais toi aussi, hein. Je sais ce que tu peux faire. Comme on a arrêté ta carrière, on va la reprendre, on va faire le tour du monde. Là, maintenant, c'est sûr. J'irai te faire chanter aux États-Unis. Le jour où tu boiteras plus, on va y aller. Et on se quitte là-dessus. 3 ans et demi après leur rupture, le chanteur et son mentor sont réconciliés. Mike Brandt semble avoir retrouvé le goût de vivre. On a l'impression que tout redevient possible, que les angoisses sont derrière nous et que les problèmes sont effacés. Il a de nouveaux projets, il pense s'installer, il pense acheter un appartement à Neuilly. Ce nouvel appartement possède un balcon. Et pour montrer qu'il va mieux, Mike en arrive même à plaisanter sur sa tentative de suicide. Cet appartement était au second étage, et en plaisantant, on était sur le balcon, et il m'a dit, tu vois Georges, si un jour je saute par la fenêtre, ce ne sera pas de haut. Et il a ri de ça. Nous sommes le 24 avril 1975. Mike Brandt veut en finir avec ses problèmes, tourner la page sur cette période sombre. Et cela commence par une chose, trouver une solution pour régler ses affaires avec Simon Weintraub. Au petit matin, il va rendre visite à son producteur. Dans l'après-midi, il a dû m'appeler 2 ou 3 fois en me disant que ça ne se passait pas bien. Et Mike avait une expression en anglais, quand les choses n'allaient pas, il me disait toujours « God damn it, Hubert, ça ne va pas ». Mike n'était pas content dans la façon dont s'étaient passées les discussions. En fin de journée, Mike se rend chez une amie dans le 16e arrondissement. Un appartement au dernier étage. C'est chez elle qu'il a pris l'habitude de se réfugier quand tout va mal. Ce soir-là, apparemment, il est très perturbé. Il est tendu, il dort mal. Mike passe la nuit chez son amie. Le lendemain matin, peu après 11 heures, alors qu'elle prend sa douche, il accomplit son dernier geste. Il va vers le balcon et il va rejoindre les anges. Cette fois, il n'y a pas de miracle. Le chanteur s'est jeté du dernier étage et il est mort sur le coup. Il n'avait que 28 ans. D'abord, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que je suis coupable ou pas? Est-ce que je l'ai compris ou pas? C'est pas possible qu'il se soit suicidé. On se voit lundi à 14h30 pour commencer sa vraie carrière autour du monde. C'est impossible que Mike se suicide. Quelques heures plus tard, la première personne qui se précipite à l'antenne pour expliquer le geste de Mike Brandt n'est autre que Simon Weintraub. Malheureusement, il ne prenait pas ses médicaments car il était sous traitement. Et
n'y avait rien à faire pour lui faire prendre ses médicaments. Il s'arrêtait tous les 8 jours, il fallait l'obliger à les reprendre, etc. Même les médecins avaient beaucoup de mal avec lui. Comment expliquer alors qu'en moins de 5 mois, il est de nouveau tenté de mettre fin à ses jours de la même façon? N'importe quel médecin vous diront que les défenestrés, en général, recommencent. Aujourd'hui, j'aurais envie de lui dire, Mike, même s'il y avait la pression, le stress, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu aurais pu avoir de l'aide. C'est vraiment dommage, mon frère. Il fallait pas faire ça. C'est du gâchis. Quelques jours plus tard, le chanteur est inhumé en Israël, près des siens, au cimetière de Haïfa. Sur sa stèle, un seul nom. Mike Brand. Mike, son prénom d'artiste. Brand, son véritable nom, ses racines, son identité, son histoire. On ne peut pas comprendre ces destins, mais ces destins sont justement exceptionnels. C'est pour ça que 30 ans après, on parle encore de Mike, parce que c'est un destin exceptionnel, même s'il n'a pas réussi à le maîtriser. Tout ça, mais c'était une connerie. Je suis étonné de moi-même aussi, qu'est-ce que je voulais faire. Ça veut dire sauter et finir comme ça la vie, mais c'était un moment fou.